Les mensonges, les tricheries, le double jeu des politiques parce que dirigés, commandés par les grands capitaux. La manipulation des médias, la dictature de la pensée unique. Philippe de Villiers nous parle également de l'imposture du réchauffement climatique. Il évoque avec nous le scandaleux licenciement de Philippe Verdier, le présentateur météo de France 2. Plus largement, il nous parle des réunions du Bilderberg à Strasbourg, du mondialisme, dictature des souverainetés et de bien d'autres thèmes encore. À l'occasion de la sortie de son dernier livre à succès, Philippe de Villiers consacre à Réinformation TV son plus long entretien jamais donné devant une caméra. Dans ce documentaire exceptionnel d'1h50 que nous diffusons, Philippe de Villiers, l'ancien homme politique, l'entrepreneur, l'écrivain, nous parle à cœur ouvert. Philippe de Villiers, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, l'invitation de Réinformation TV. Ma première question est la suivante. Pourquoi, à votre avis, les médias parisiens se sont presque rués sur vous lorsqu'ils ont appris la sortie de votre livre? On a l'impression qu'ils n'attendaient plus que vous sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio. Est-ce que je me trompe? À mon avis, parce que la médiacaste, qui est un statut d'acolyte de ce qu'on appelle la classe politique, et qui est chargé par la classe politique d'établir et de faire respecter le périmètre sanitaire autour de la cagophobe, comme disait Muret. On en parlera tout à l'heure. Islamophobe, europhobe, xénophobe, homophobe. Donc la classe médiatique qui fait les 100 pas autour de la classe politique, pour le compte de la classe politique, ne supporte pas qu'un membre de la classe politique puisse prononcer des mots qui ne sont pas agréés. Mais là, comme je suis sur mon Aventin, extérieur à la classe politique, la classe médiatique considère, à tort, que c'est beaucoup moins dangereux. Et que donc on peut laisser parler une sorte de mouton à 5 pattes qui parle de politique comme un retraité de la politique. Voilà. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, la parole politique est complètement discréditée, disqualifiée, dévaluée. Elle est suspecte, parce que les seuls qui parlent, en fait, tout le monde est terrorisé. Philippe de Villiers, les médias savaient peu ou prou les thèmes, connaissaient un petit peu avant les thèmes que vous alliez aborder? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ça vous a surpris ou pas qu'ils répondent aussi rapidement, aussi facilement? À mon avis, il y a une autre explication. Donc, la première explication, c'est que je ne fais pas partie de la classe politique. Plus maintenant? Et c'est presque une attraction pour les médias, parce qu'en fait, les médias, il y a un journaliste qui m'a dit, quand j'accueille Fillon ou Juppé, mon audience baisse, je me fais engueuler par ma direction. Et donc ils m'ont dit inviter un gars comme Philippe de Villiers. Ouais, donc c'est une question d'audience. C'est une question d'audience, voilà. Et alors on voit bien. Vous invitez Zemmour, Onfray, Finkielkraut, Régis Debray, etc. La parole métapolitique, appelons ça comme ça. Alors l'audience monte. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une explication. On invite des gens qui ne sont pas dangereux puisqu'ils ne sont pas dans la course. Mais vous diffusez vos idées, en tout cas. Oui, mais il y a une autre explication. C'est qu'en fait, la baisse du niveau intellectuel, l'affaissement mental, sont telles que les gens n'ont pas dû comprendre mon livre, à mon avis. Et donc ils ont choisi de le traiter par le déni. Vous voyez ? C'est comme ça que vous le ressentez aujourd'hui? Oui, c'est en fait pas de polémique, c'est pas la peine. Voilà. Vous êtes pourtant très clair. Oui. Vous utilisez des mots très clairs, très durs même. Oui, normalement, je savais par exemple, en abordant la question de l'avortement, j'allais devenir un diable. J'allais devenir un barbare, un monstre, et qu'on allait me traiter comme tel. Donc je m'y attendais. Et je dois dire que j'ai été surpris. Agréablement surpris, parce que je me suis dit, au fond,
le blindage est facile à perforer. Il suffit d'avoir de l'audace, de la suite dans les idées, du courage et dire les choses clairement. Et en fait, les journalistes, ce qu'ils m'ont tous dit, et je les ai tous vus, ils m'ont dit, mais au moins, on entend le même son de la même cloche, quoi. C'est la même tonalité. Donc, comme disait le chanteur espagnol, je n'ai pas changé. Donc j'arrive, j'ai pas changé. Donc on dit, au moins voilà. Il était anti-maastrichtien, il est toujours anti-maastrichtien. Bon voilà, c'est la même chanson. Bon ben voilà. Donc il y a une sorte d'hommage. Vous les avez amusés. Non, il y a une sorte d'hommage à la consistance, à la persévérance, à la continuité. Parce qu'ils ne voient que des clowns, vous voyez. C'est-à-dire des clowns qui leur disent un jour je suis pour l'Europe, le lendemain je suis contre l'Europe, etc. Et qui adaptent leur discours évidemment au public qu'ils rencontrent. Et là, ils ont en face d'eux une sorte de bloc de granit vendéen et ils disent il nous dit la même chose toujours, donc on respecte ça quand même. Voilà. Mais c'est quand même incroyable qu'un livre comme celui-là soit passé inaperçu, alors même qu'ils commencent à savoir, les journalistes, que le livre est une lame de fond éditoriale. C'est-à-dire qu'on est sur les brisées du livre de Zemmour. Vous avez dépassé les 100 000 exemplaires à ce jour? Écoutez, moi je fais pas comme Fillon. Hein. Oui. Je m'amuse pas à faire des effets d'annonce. En tout cas, le livre marche. Et ce que je peux dire simplement, c'est que j'utilise à dessein le terme de lame de fond. Pour en revenir aux médias, Philippe de Villiers, on a France Télévisions, Radio France d'un côté, et puis la plus grande partie de la presse française, Radio-Télévision, qui appartiennent à des milliardaires, Bolloré, Dassault, Bouygues, etc. Et qu'est-ce que vous pensez de cette presse-là? Est-ce que vous pensez que la presse peut être libre? Elle se dit libre d'ailleurs, mais l'est-elle quand on sait que 2, 3, 4 milliards, 5 milliards d'euros sont donnés par l'État tous les ans à la presse écrite en particulier? Oui, non, mais alors, d'abord, c'est un peu imprudent de généraliser. Parce que, par exemple, vous parlez de Bolloré. C'est une question que je vous pose. Hein. Oui, non, mais Bolloré, c'est courageux ce qu'il fait. Et je pense que s'il persiste, il va remettre de l'ordre. Bon. Et c'est bien. Et je me réjouis que Bolloré soit le nouveau propriétaire de Canal+. Ça, vraiment. Voilà. Et je le connais pas personnellement, mais ça me fait plaisir. Voilà. Ensuite, ça va devenir presque un faux problème, ce que vous dites. Parce que tout simplement, alors je le découvre avec mon livre. C'est pas les médias qui font vendre le livre de Zemmour, le mien ou celui de etc. C'est ce qu'on appelle les fameux réseaux sociaux. C'est-à-dire en fait, il y a un nouvel outil qui est le premier de tous les médias que moi je connais pas bien parce que je suis pas je suis pas de cette génération-là. Mais incontestablement, aujourd'hui, les nouveaux réseaux de connexion, de relations, ce sont les fameux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, mon livre, il part tout seul dans les librairies, parce que les gens, ils vont sur Internet, et ils disent, tiens, je vais acheter le livre de Philippe de Villiers. Donc, le poids des médias dont vous parlez est moins grand qu'avant. Cela étant, il faut aborder ce problème. Je pense que si nous avons été vaincus, ceux qui se sont battus sur les questions de survie, c'est-à-dire la famille et la famille de famille, l'Europe, le mariage homosexuel, par exemple, qui sont les deux grands combats. C'est-à-dire que quand une nation n'a plus de contour, elle n'a plus de compteur. Voilà. Et il n'y a plus de rêve français. Si nous avons été vaincus,
C'est parce que nous nous sommes heurtés à un mur invisible. Et ce mur invisible, ce sont les grands annonceurs. Les grands annonceurs qui tiennent la presse. Et ces grands annonceurs sont en même temps les titulaires, les protecteurs ou les protégés de ces firmes du troisième type, qui ne sont plus les firmes familiales ou multinationales, mais nationales, post-nationales, déterritorialisées. Et donc en fait, ces grands annonceurs disent à la presse, attention, tiennent l'ensemble. Vous n'allez pas au-delà de telle limite. Voilà. Et ils tiennent l'ensemble du système médiatique. Ouais. Donc en fait, le système médiatique est aujourd'hui, non pas, contrairement à ce que croient les gens, mais les gens sont naïfs, non pas un système de transmission, de communication, de transparence, comme à papier beurre. Non, c'est un tamis idéologique. C'est-à-dire que le tamis trie le bon grain et l'ivraie. Autant vous dire que je suis dans l'ivraie. Et donc en fait, le tamis agrée. C'est une société d'agrément. Ce que j'avais appelé dans un livre précédent, la société de connivence. Si vous êtes agréé par la société de connivence, par exemple si vous êtes maastrichtien, si vous êtes mondialiste, il n'y a aucun problème. Mais si jamais il vous prend l'envie de dire que nous assistons, depuis que l'avortement est devenu l'avortement de masse et le passeport de toutes les transgressions, à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme, alors normalement le mur se constitue face à vous, le mur invisible. Mais c'est moins grave qu'avant parce qu'il y a les réseaux extérieurs où s'exprime notamment la nouvelle génération. Et moi j'ai écrit ce livre, peut-être on va en parler, pour un public avant tout. C'est pas pour faire plaisir à des gens qui retrouvent dans mon livre ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent depuis toujours. C'est bien, je suis content pour eux. Ça les conforte, ça les réconforte. Mais j'ai écrit ce livre pour donner le fil rouge à la jeune génération qui ne comprend rien à ce qui se passe. Vous pensez que la génération, justement, ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui? Comment voulez-vous comment voulez-vous qu'ils comprennent? Ils croient qu'il y a d'un côté le libéralisme économique, dont on dit dans les écoles de commerce, c'est le nec plus ultra de la création de richesse, et de l'autre côté, le libéralisme sociétal qui conduit, à travers le no limit, à une société hermaphrodite. Ce que je leur fais comprendre dans mon livre, et c'est le filigrane de mon livre, c'est que, en fait, à travers la destruction des frontières, des nations, des souverainetés, des États, il y a un double mouvement parallèle et fusionnel. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est, derrière les petits mensonges et les grands menteurs, la haute trahison de ceux qui, par intérêt, voulaient créer un grand marché planétaire de masse, et donc abattre les souverainetés, les frontières, les États, et en même temps de ceux qui, par idéologie, voulaient fabriquer un homme nomade, désinstitué, désaffilié, en apesanteur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout a commencé en mai 68, avec la naissance du boboïsme. Le bobo, c'est un hybride qui hérite de l'Amérique un nouveau modèle économique et sociétal, nos limites, nos frontières, le capitalisme libertaire. Et en fait, le capitalisme libertaire, il préfère des homosexuels à des hétérosexuels à partir du slogan « Double income, no kid ». Donc double revenu, pas d'enfants. Et dès les années 70, ce que m'a expliqué Cohn-Bendit, mon voisin, oui, c'est ce que vous dites, mon voisin du Parlement européen, qui était d'ailleurs au centre de l'hémicycle, symboliquement, emblématiquement le centre de gravité du Parlement européen, et voilà, il ne cachait pas, le boboïsme, c'est le bourgeois bohème, c'est
c'est l'alliance du libéral et du libertaire, c'est-à-dire l'idée que les grandes entreprises ont besoin de nouveaux marchés, de nouveaux appétits, de nouveaux clients. Il faut donc transformer le monde en un marché planétaire de masse et transformer les citoyens en consommateurs compulsifs, désinhibés, post-névrotiques, créer le marché du désir, jusqu'à intégrer la métaphysique. Oui. Burnout, ça se traite. Et d'ailleurs, la classe politique a fini par être engloutie par la grande surface, par le supermarché. C'est-à-dire que je me souviens d'un spécialiste du marketing qui disait devant moi à Michel Noir, qui préparait une heure de vérité, il faut que tu sois comme les yaourts des grandes surfaces, crème à cœur et le fond près du couvercle. Et le mec, il dit ah bon, oui, d'accord. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, on demande à l'homme politique d'être un yaourt, quoi. Avec la date de péremption maintenant, l'histoire de cumul, ça. Mais voilà, donc le consumérisme a porté l'hédonisme, et l'hédonisme politicien a emporté la politique loin du peuple. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Alors donc le système médiatique, en fait, c'est pas du tout un système de communication. Si c'est ça votre question, je vous y réponds. C'est un système de sélection. Et la preuve, je raconte le premier chapitre de mon livre. J'ai en face de moi Yvan Levaille. L'ancien patron de Radio France. De Radio France. Et l'ancien mari de Anne Sinclair. Donc c'est un grand prêtre des médias. Bon. Et il s'assoit, il me regarde et il dit « Qu'est-ce qui vous différencie du maréchal Pétain ?» Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Devigné? Non, mais ça va être très clair. Ça va être très clair. On est une corde marine. On a eu une dérive. On a eu une dérive très nette qui a été Alors, Vichy et toutes ses conséquences. Quelle précaution? Nous y sommes. En quoi vous distinguez-vous du maréchal? Alors, nous y sommes. Et de ses valeurs. Et de ses valeurs. C'est extraordinaire. Et de ses valeurs. Voilà. Alors, monsieur Levaille, regardez-moi bien. Bon, sous-entendu, la dernière fois que vous posez pour les gars qui regardent, pour les téléspectateurs qui vont regarder l'émission de l'heure de vérité, ce matin on a invité, à l'époque c'était le dimanche matin, ce matin on a invité un collabo, un crypto-nazi, donc voilà. Bon. Et donc je lui dis mais mon père était un héros de la résistance, etc. Je lui explique. Ah non mais c'est pas le problème. C'est-à-dire que lui il vit de ce qu'avait dénoncé Foucault en mai 68, d'où parles-tu camarade? Donc tu es vendéen, tu es vicomte, tu es ceci, tu es une chevalière, etc. Donc terminé. Voilà. Et là j'ai compris dès le premier jour. C'était mon jour de notoriété, puisque aller à l'heure de vérité, c'était la sélection des grands, quoi. Et j'ai compris que c'était un système totalitaire. Voilà. Bon, alors après on vit avec. Voilà. Donc moi je suis entré par effraction, parce que Chirac est venu me chercher pour être l'ombre portée d'un ministre qui était lui-même une ombre, c'est-à-dire l'ombre de Jack Lang. Donc quand j'étais secrétaire d'État à la culture, et je suis parti avec le dégoût, parce que à force de croiser le mensonge, il faut que vous compreniez bien ça, et je m'adresse à vos téléspectateurs, à force de croiser le mensonge, vous finissez par vous sentir contaminé dans le regard des gens, et vous finissez par avoir l'âme blessée, c'est-à-dire vous êtes une sorte de mensonge ambulant par omission. C'est-à-dire que vous véhiculez sans le vouloir les mensonges qu'on essaie de vous inculquer, de vous faire porter. Ben, vous apparaissez aux yeux du peuple. Vous êtes un jeune transmetteur. Non, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que si les gens vous aiment bien et disent celui-là, j'ai confiance en lui, vous cautionnez le système, en fait. C'est-à-dire que vous apportez au système un peu de virginité qu'il a perdu, quoi. Et donc vous mettez au profit du système vos vertus de courage civique dont le système a besoin pour se conforter. On vous a souvent entendu dire « J'ai été un homme politique, je ne le suis plus, ma parole est libre ». Est-ce que cela veut dire, pour revenir aux propos que vous avez tenus tout à l'heure, est-ce que cela veut dire, Philippe de Villiers, que vous n'étiez pas libre quand vous étiez aux affaires? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vis-à-vis de mon lecteur, ma parole ne peut pas être suspectée. Si j'étais un homme politique, par exemple à la Fillon qui fait un livre pour préparer sa primaire,
Bon, ben, on se dit, bon, il fait un livre pour préparer sa primaire, il va nous raconter ses balivernes. On n'est pas très loin de la vérité. Mais moi qui suis parti et qui ne reviendrai pas... Vous ne reviendrez pas? Ah, j'en ai strictement aucune envie. Et, je suis pas parti par la grande porte pour rentrer par la cuisine. Donc, le fait de dire, voilà, je suis parti, je ne reviendrai pas, mais voilà, je vais vous adresser un message, je vous donne le fil rouge pour les jeunes dissidents qui vont remonter les murs porteurs. Ben, les gens vous écoutent. C'est pour ça que le livre a du succès. Oui, ça donne une Regardez, c'est intéressant. à votre parole. Regardez, Albin Michel sort 2 livres en même temps. Un homme politique, Fillon, de premier plan, candidat à la primaire, ancien Premier ministre, Philippe de Villiers, qui est parti depuis 6 ans, un fantôme. Et vous regardez les ventes dans les classements sur Internet, Datalib, je vois quoi, Amazon, vous voyez. C'est l'ancien homme politique, le fantôme, qui est devant l'autre. Vous voulez dire que le fait, pardonnez-moi l'expression, de balancer alors que vous n'êtes plus dans la politique, ça donne du crédit, une légitimité aux propos que vous tenez? Moi, je balance rien. Moi. Enfin, vous constatez, enfin, non, mais c'est un terme un peu commun pour... Non, balancer, c'est un terme de malfrat. Oui. C'était pas comme ça que je l'entendais. Oui, mais je sais, mais je suis francophone, donc... particulièrement scrupuleux. Et donc, c'est d'ailleurs assez marrant parce que beaucoup de journalistes me disent ça, ils me disent, ah là là, les portraits incroyables au vitriol, etc. Et ils se précipitent comme la grenouille sur le chiffon rouge. Mais c'est pas du tout ça que j'ai voulu faire. En fait, les portraits sont au service d'une analyse. Vous voyez, quand je raconte l'histoire de Cronenbourg avec Chirac, je raconte ça pourquoi? Mais pas pour faire rire, mais parce que c'est dramatique. C'est-à-dire que quand on demande à Chirac quelle est sa date préférée de l'histoire de l'Europe, alors que Thatcher a dit 1215, la Grande Charte, et Kohl, les traités du Sali, et Mitterrand, 496, le baptême de la France, Chirac réfléchit, il ne sait pas trop quoi faire, il lève son verre et il dit Cronenbourg, 1664. Et pourquoi il dit ça, en fait? J'en ai parlé avec lui. Parce qu'on s'en fout. Voilà. On s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, Chirac, Giscard, Sarkozy, Hollande, pour en prendre 4, l'histoire, ils s'en moquent. L'histoire de France, l'histoire du monde. Parce que ce sont des gens de marketing, des gens de l'instant. L'histoire de France, ils s'en moquent. Vous dites, est-ce qu'ils se moquent aussi de la France? Oui. Ils se moquent de la France? Oui. Ils se moquent des Français? Oui, là je suis formel. Ils la détestent. Et je vais vous dire ce qu'ils détestent en elle. Ils détestent la chrétienté. Les racines chrétiennes, oui. C'est vraiment ça, oui. Et moi j'ai vu pendant... Mais on va vous dire, Philippe de Villiers, mais la France chrétienne n'existe plus aujourd'hui. 3 à 4% de catholiques pratiquants. On va vous dire, mais non, vos propos ne tiennent pas. Non, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous me faites penser à Jules Ferry. En face d'un député qui lui dit « Mais alors, l'école laïque, ça va être quoi? Vous allez enseigner les valeurs, et quelles valeurs ?» Il répond « Les valeurs de nos pères, les valeurs de toujours. » Donc en fait, la France chrétienne, elle est si présente et si ancienne et si juste dans ses intuitions qu'elle est partout, dans tous les interstices, y compris dans les crèches de Noël qu'on met dans les conseils généraux, etc. Et donc elle est partout. Il faudrait éradiquer toute la littérature française et tous les monuments pour que les pierres s'arrêtent de parler. Et donc en fait, aujourd'hui, d'ailleurs c'est très intéressant, parce que moi mes lecteurs, j'ai des lecteurs qui sont chrétiens et d'autres qui ne le sont pas du tout, mais qui m'écrivent en me disant, finalement, je ne veux pas parler au nom de quelqu'un comme Michel Onfray, mais il me semble que par moment il dit, moi je suis pas croyant, mais j'ai pas envie qu'on touche à ça, vous voyez, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester? Ouais, ils ont défiguré nos paysages, ils ont comment dirais-je, tué tous les indépendants, les paysans, les artisans, les commerçants, les pêcheurs, etc. Et donc ils ont tué l'indépendance d'esprit. Qu'est-ce qui va nous rester? Et finalement, quand M. Boubacar a dit qu'il faudrait transformer les églises en mosquées, vu qu'il y a de moins en moins de croyants
de foi catholique et de plus en plus de musulmans en France, eh ben, il y a eu quand même un mouvement de protestation qui va bien au-delà de ceux qui pratiquent la foi catholique. C'est même beaucoup plus compliqué que ça, vous savez, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par générosité, préfèrent à l'enracinement l'accueil de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ils confondent l'universalisme chrétien et l'internationalisme cosmique. Ils pensent que la nation est un obstacle à la fraternité cosmique. Et donc ils pensent qu'en détruisant la civilisation européenne, c'est-à-dire en aménageant une invasion migratoire au service de l'État islamique qui veut utiliser l'arme démographique pour nous envahir, ils pensent, ces gens-là, qu'ils sont plus malins que les autres. Voilà, ce sont les nouveaux idiots utiles des sacristies. Donc Chirac, les autres, tous ceux qui en tout cas gouvernent ou ont gouverné la France depuis 50 ans, détestent la France. Oui, en raison de ses origines, de ses racines chrétiennes. Oui, je pense, oui. Et alors, je vais vous le prouver. Alors d'abord, moi j'ai des conversations avec eux, je raconte dans mon livre des choses quand même qui sont absolument stupéfiantes. Hein. Et il n'y a pas eu une réponse, une réplique, une mise en cause. Depuis la sortie de votre ouvrage. Depuis la sortie de mon ouvrage. C'est hallucinant. Oui. Alors qu'il y a 2 avocats qui ont relu le livre qui ont dit qu'il y a un procès par page. Donc, voilà. Mais alors je vais vous dire ce que je pense. En fait, ils ne la connaissent pas, la France. Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Napoléon, Clovis, les Gaulois, le roman national, les hussards de la République. Ça ne les intéresse pas. Mais c'est un truc qui est totalement hors de leur paysage intime. Mais ça va plus loin. Ils pensent, ils ont même quelques excitations à l'idée de recevoir le fouet de Big Other, vous voyez. Dans cette période d'asthénie sexuelle et de société hermaphrodite, il y a une fascination de l'islam. L'islam avec la femme au foyer et la virilité du macho. On succombe toujours à ce qui nous manque, quoi. Il y a une espèce de miroir inversé et une ruse hypnotique. Et regardez les BHL, les Attali, l'homme nomade, etc. Ils veulent l'homme nomade. En fait, ce qu'ils veulent, c'est changer de peuplement. Et le premier avec qui j'ai parlé de ça, c'est Giscard. Je lui ai dit, parce que moi j'étais sous-préfet de Vendôme, mais j'étais souvent invité à partager la soupe de châtaigne dans la propriété d'Auton chez madame. Et Giscard, en fait, me considérait, il me le disait comme un capteur. J'étais jeune sous-préfet, et il me parlait franchement. Bon, il était fasciné parce que j'avais craché le feu, genre au Puy du Fou. Il me dit, vous crachez le feu, vous crachez souvent, tous les week-ends. Oh, il a trouvé ça tordant, magnifique. Et après, il a fait de moi un montreur d'ours pour son fils, parce qu'il voulait que son fils soit député, Henri. Et alors, je m'éloigne de mon sujet pour y revenir, et je lui dis, mais quand même, ce que vous êtes en train de faire, c'est l'avortement de masse et l'immigration de masse. Et ce qui me frappait déjà, c'est que 200 000 avortements par an, 200 000 immigrants par an. Donc en fait, quelqu'un a parlé, Renaud Camus, de grand remplacement. Alors on me dit, ah, vous pensez, oui, grand remplacement, oui. En fait, on se dit à un moment donné, on va mettre du sang neuf, quoi. Voilà. Et donc, la preuve, c'est qu'ils mentent sur les statistiques. C'est-à-dire ? Ils nous expliquent qu'il n'y a pas de problème d'immigration. Vous essayez de jouer sur les peurs. M. de Villiers, il dit ça à tout le monde et à tous ceux qui disent ça depuis 30 ans. Un exemple. Quand j'ai publié Les mosquées de Roissy, c'était en 2005, j'ai dit, dans mon livre, il y a plus d'1 million de musulmans en France. 2005, hein. J'ai dit ça. En me disant, je suis sûr qu'il y en a au moins 3 ou 4, mais bon, allez, là, ce ne sera pas contestable. Ça a été effrayant.
effrayant. On a déjà crié à l'islamophobie en disant mais comment, sur quelle base statistique pouvez-vous vous fonder, etc. C'est la folie de dire un truc pareil. Bon, sous-entendu, il n'y en a pas plus de 500 000 et encore. Bon, aujourd'hui, Boubacar nous dit qu'il y en a 6 millions. Bon, voilà, chiffre officiel, ça y est. Tout le monde est d'accord. Ah bon, alors ils sont arrivés quand? Comment? 13 en dessous de la vérité. J'ai entendu parler de 12 ou 15. Oui, mais moi, je suis pas un spécialiste de la statistique. Je vois simplement que la France change et que les Français et que la France des bistrots, elle, est bien meilleure que l'INSEE pour mesurer les phénomènes qui nous assaillent. Voilà. Cette islamisation du pays, Philippe de Villiers, elle est voulue et programmée ou pas par les élites françaises? Elle est voulue. Elle est voulue par les élites françaises. La classe politique française est achetée par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça fait aucun doute pour vous? Pour moi, aucun doute. Ça serait un sujet, hein, on n'a pas le temps, sinon on n'aurait pas le temps d'aborder vos autres questions. Mais, oui, c'était évident. Oui. La France ne s'appartient plus. La classe dirigeante française, c'est une classe de soumis et de dhimis. Elle est soumise à l'Amérique, avec l'OTAN et demain l'OTAN économique avec le futur traité transatlantique. Et donc on nous a menti en nous parlant d'une Europe puissance à Maastricht. Il n'y a pas d'Europe puissance. L'Europe puissance, c'est l'Amérique. La 51e étoile du drapeau américain. Et puis c'est une classe de dhimis. En fait, ce sont des collabos. Voilà. Vous n'avez déjà plus beaucoup d'amis, vous n'allez pas vous en faire beaucoup. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Moi, j'aime la France. La France, elle vient de loin. Ma famille aussi, elle vient de loin. Elle s'est battue pour la France. Elle a payé l'impôt du sang. Et donc, pour mes petits-enfants et pour les petits Français qui aiment la France est un lien amoureux. Et donc aujourd'hui, la France est le seul pays au monde où on n'a plus le droit d'aimer la France. Le seul pays au monde où on n'a plus le droit d'aimer la France. Alors, BHL, quand il prétend que la France est une sorte de tache ignominieuse sur la carte métaphysique des points précieux de la planète, moi je le dénonce, cet homme-là, qui un jour a dit « Je ne suis pas de pas savoir en parlant de moi ». Ah oui, délit de sale voix. Ah, il faut que je porte un signe distinctif, non? À propos de BHL, vous dites « C'est l'histoire d'une formidable imposture intellectuelle ». Oui. Alors, pourquoi imposture intellectuelle? C'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand. Donc, lisez mon livre. Je raconte un moment rare. Merci pour ce moment, Monsieur le Président. Et où Mitterrand, en fait, qui m'aimait bien, parce qu'il considérait que j'étais un peu moins inculte que d'autres dans ce gouvernement de cohabitation en 1986, m'a pris par l'épaule et m'a dit « Venez avec moi, on a 4 heures devant nous parce que Kohl était arrivé en retard, le programme était décalé à Florence, et on est parti sur le Ponte Vecchio et là on a parlé. » Et il m'a dit, je lui dis, vous savez, il me dit, oui, vous avez mis le drapeau en berne quand je suis arrivé. Oui. Et je dis, normalement, c'est impardonnable pour vous. Il me dit, oui, mais non, c'est pas, je ne m'intéresse pas à ces choses-là. La rancune ne fait pas partie de la politique. Et là, il m'a dit, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, etc. Et évidemment, à un moment donné, je lui ai dit, SOS Racisme. C'est quoi ça? Et il m'a dit, voilà, en gros, on a abandonné les prolétaires à la mondialisation sauvage en 1983 lorsque j'ai décidé, sous l'influence des démocrates chrétiens, Delors, Père Levade, etc., qui voulaient la gouvernance mondiale, donc la liberté des capitaux. Donc il dit à partir de ce moment-là, on savait qu'on allait perdre le monde ouvrier. Et on a inventé SOS Racisme, c'est-à-dire, on est parti de l'étoile jaune, on a fait la petite main jaune, on a demandé aux grandes stars, Montand et tous les autres, de mettre la petite main jaune. Et la petite main jaune, ça veut dire qu'en fait, les lobbies immigrés font une captation de la Shoah sous la gauche mitterrandienne pour vitrifier
tous ceux qui parlent d'immigration. C'est François Mitterrand qui vous raconte ça. C'est François Mitterrand. Et il me dit textuellement, en fait, c'est à ce moment-là que le peuple migrant est devenu le nouveau peuple élu. En d'autres termes, et je lui dis, en somme, c'est un lumpenprolétariat de substitution. Il me dit oui, c'est électoral, mais c'est la politique. Et je me souviens que j'avais évoqué l'éditorial de Bernard-Henri Lévy dans Globe en 1983, et je m'en souviens presque mot à mot. Naturellement, il y avait lui et Pierre Berger, nous sommes cosmopolites, nous nous opposons, nous avons le dégoût pour le béret, la baguette, le bignou, pourquoi le bignou, il y avait la bourrée aussi, voilà, les pauvres auvergnats, et tout ce qui est franchouillard, etc. Donc, voilà. Et un jour, dans Le Point, il dit j'ai regardé Philippe de Villiers contre Strauss-Kahn, donc évidemment il préférait Strauss-Kahn, et qui lui paraissait beaucoup plus sensé que ce Vendéen au physique désagréable. Donc il attaque sur les caractéristiques physiques. Il dit oui, cette voix qui monte trop dans les aigus, il décrit ma voix, etc. Et il dit ça ne devrait pas exister. Mais qui peut se permettre ça en France? Voilà. Et donc c'est pour tout ça que j'ai écrit ce livre. C'est que Mitterrand, il m'a... en fait, il se trouve que moi... Il vous a éclairé, en fait. Moi, j'ai vécu une vie politique incroyable. J'étais à l'écart, à l'extérieur, tout le temps. Toujours une voix décalée. Mon premier acte politique, ça a été la lettre ouverte au coupeur de tête du bicentenaire. Vous imaginez. Bon. Donc j'étais toujours à l'écart, et c'est moi qu'on venait chercher comme confident. Mais j'étais pas un naïf, moi. J'étais un politique formé, un paysan, en fait, observateur, comme un entomologiste avec ses abeilles, là. Et donc je regardais, j'écoutais, et je me disais, ce que je vois, si c'est vrai, en mettant tout ça bout à bout, c'est effrayant. Et donc, en fait, donc je les ai vus tricher, mentir, pour installer en France la société multiculturelle. Mais pour eux, la société multiculturelle, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ils sont pas fous. Ils savent que c'est l'islam. Ils le savent. Mais en fait, leur haine des chrétientés charnelles, je parle des chrétientés charnelles, je ne parle pas là des questions de foi catholique, je ne sais pas mon sujet, en plus je ne suis pas compétent. Mais les chrétientés charnelles, cette France-là, ils la détestent. Et tous. Tous. Et par exemple Sarkozy. Y compris des gens que vous avez bien appréciés, que vous avez côtoyés de très près, comme Charles Pasqua. Ah non, justement, non mais là c'est justement, merci de me faire préciser, parce que c'est le grand clivage, en fait, le grand clivage, souverainisme, mondialisme. Et moi j'ai vu de près ce clivage, et il opère encore. C'est-à-dire qu'en fait vous avez, et il opère, il est beaucoup, ce clivage il est beaucoup plus pertinent, infiniment plus pertinent que le clivage droite-gauche. Parce qu'aujourd'hui, la droite, et je reviens à votre question sur Pasqua, la droite et la gauche sont libérales, au sens du double libéralisme économique et sociétal. Elles sont atlantistes et elles sont mondialistes. C'est un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres. Bon, au service des firmes nationales. Et donc, moi, j'ai vu, en fait, au moment de Maastricht, sous la férule de Marie-France Garot, qui était une femme exceptionnelle, à laquelle je rends hommage dans le livre, parce qu'elle voyait plus loin que tout le monde. Et elle disait, c'est le grand moment. Comme il y en a un par siècle. Maastricht. Et donc, des gens, je me suis retrouvé avec des gens, on appelait les conscrits de Maastricht, Séguin et Pasqua, mais il y en avait d'autres, hein. Il y avait aussi Le Pen qui se battait contre Maastricht et d'autres. Il y avait Griotret, qui était un type remarquable,
Autour de moi, il y avait des gens comme Pierre Mauger, le sénateur Bernard Sellier, etc. Enfin, on était quand même une poignée. Et là, en fait, vous voyez, avec Pasqua, on a eu des problèmes, on s'est bagarré, etc. Mais je garde une tendresse parce que quand on était en train de bouffer un saucisson à 1h du matin, qu'on revenait de Grenoble, Oui, c'est ce que vous racontez dans votre ouvrage. Et qui se mettait à parler de la Corse, de la Provence et de la France, il avait les larmes aux yeux. Et donc, voilà. Les racines parlaient. Les racines parlaient. Donc, ouais. Cela... Il y avait, voilà. Et je vais plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, je connais des gens de gauche. Quand par exemple, moi j'écoute Onfray, quand je vois le martyr d'Onfray, Onfray depuis qu'il a parlé de Freud là, enfin il s'est devenu un martyr, le martyr de la gauche. Mais Onfray, quand il parle de la France, ben c'est formidable. Voilà. Et donc en fait, c'est pour ça que la France elle n'est pas finie, parce que là, alors j'ai très bien connu Chevènement aussi. Alors je sais que je peux choquer des gens là, en disant, ben moi j'aime bien Chevènement. Mais n'empêche que quand Chevènement fait une page dans le Figaro pour dire on a tort de s'en prendre à Poutine et à Assad, on a tort, nous la France, avec notre diplomatie de Fabius, de soutenir Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda, ben, j'ai honte pour la France et je suis content qu'il y ait quelqu'un qui dise ça. Et comme par hasard, c'est Chevènement. Donc en fait, quand vous regardez, quand vous mettez en perspective le grand clivage souverainisme-mondialiste, en fait, c'est simple. Les souverainistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Les souverainistes, ils croient que les États, les souverainetés, les nations, les frontières permettent, par le politique, de dominer l'économique, permettent d'éviter la victoire des lobbies sur le politique et permettent d'éviter la marchandisation du monde. Alors que les mondialistes, eux, considèrent qu'il faut abattre les États, les frontières, les nations, les souverainetés pour permettre le libre commerce qui produira le bonheur, en tout cas qui évitera les malheurs publics. Au nom de ce principe, se réunissent le non-limite et le non-frontière, au nom de ce principe, pour vendre, pour créer des nouveaux marchés, il ne faut pas s'arrêter à l'économie, il faut aller à la culture et à la morale. C'est-à-dire que s'il est vrai qu'un homosexuel consomme 2 fois plus d'ordinateurs chez Apple, ben on comprend que Apple, Microsoft, Google soient en tête du cortège de la Gay Pride qui a lieu chaque année à San Francisco, ce que j'ai vu de mes yeux vus. Par exemple, quand le pouvoir est lointain et pas contrôlé comme l'Europe, l'Europe c'est un être des abysses, ce qu'elle craint, c'est la lumière. Eh bien, il y a 1/4 des députés qui font partie du LGBT. Alors je me suis intéressé à ça. Et j'ai vu la puissance du lobby LGBT, financé par Soros, financé par la Commission européenne, financé par les Américains. Et pourquoi? Pas pour des raisons morales. Là, on se trompe. Pour des raisons économiques. Parce que le mondialisme et toutes ces firmes nationales, y compris les sociétés françaises du CAC 40 qui sont plus du tout, qui n'ont plus aucun lien avec les patries charnelles, pour faire du commerce, il faut abattre les obstacles. Et pour eux, l'ennemi des ennemis, pour les mondialistes, ce sont les États. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fonction régalienne et il n'y a plus de fonction publique. C'est-à-dire, moi j'entends par fonction publique un bien qui ne peut pas être concédé au privé. Par exemple, l'armée française, la défense, c'est une fonction régalienne, publique. Voilà. Ben, pour les libéraux, au sens du double libéralisme économique et sociétal, on concède tout ça. Vous faites référence à une réunion qui se tient à Bruxelles alors que vous êtes député européen, le 17 mars 2007. Vous assistez à quoi, Philippe de Villiers, et qu'est-ce que vous faites dans cette salle? Alors en fait, d'abord, pourquoi je suis là, au Parlement européen, ce jour-là? Parce que comme je suis candidat à l'élection présidentielle, il faut que j'aille pointer.
et j'ai pas mon nombre de jours, donc avec un de mes amis, qui s'appelle Christophe Baudouin, qui est un grand ami, et un grand penseur de l'Europe souverainiste, on part là-bas et on arrive dans le salon d'honneur du Parlement européen, et effectivement, j'ai rien à faire là, mais avec mon badge étoilé, hein, je rentre, et je me retrouve dans une salle où il n'y a que des nœuds papillons et des smokings. Et il y a des petites tables magnifiquement ornées et achalandées. Et je rencontre beaucoup de têtes connues, mais aussi beaucoup de têtes inconnues. Je reconnais Kissinger, par exemple, Brzezinski. Donc il y a beaucoup d'Américains. Et puis il y a le fameux Sutherland, là, Goldman Sachs, qui est le président, qui a été président de Goldman Sachs. Secrétaire général de l'ONU, enfin qui est secrétaire général pour les questions d'immigration. Et puis après, il y a Anne Lauvergeon, il y a évidemment l'inévitable Jean-Claude Trichet, chargé de sa mission apostolique de l'Eurobéatitude. Et en fait, il y a quelques journalistes et des grands banquiers, des grands chefs d'entreprise, des grands managers, et puis des eurocrates, des gens de l'ONU, etc. Il y a quoi, 300-400 personnes dans cette 400 salle. personnes. Donc vous êtes dans cette salle dans un premier temps, on ne vous met pas dehors, parce que vous n'êtes pas invité. Non, mais je suis passé avec mon badge et je suis repéré à un moment donné par Barroso, mais il n'ose pas, parce qu'il ne sait pas très bien où il va mettre les pieds. Il dit, celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Mais en même temps, bon, bref. Mais il ne bouge pas. Non, il ne bouge pas. Et là, j'entends les discours. Et en fait, écoutez-moi bien, alors au début, je ne sais pas que c'est la trilatérale, et donc, mais je comprends assez vite qu'il s'agit d'une... Enfin, j'essaye de comprendre l'affectio societatis. Bon. Et je vois que tous ces gens-là s'entendent bien et se reconnaissent. La langue, il n'y a qu'une langue, hein, c'est l'anglais évidemment. Et puis les discours vont se suivre et se ressembler. En fait, ce que j'entends, c'est c'est l'idéal de la fusion de l'économique et du politique. Incroyable. Bon, j'ai un haro sur le politique. Il ne faut plus de politique. La politique, c'est ce qu'empêche les sociétés d'être heureuses. C'est ce que vous entendez. C'est-à-dire de consommer. Voilà. Deuxièmement, la nécessité de fusionner les deux libéralismes, économique et sociétal. Et là, il parle des avancées du mariage homosexuel dans le monde. Des patrons, hein, des managers. De grandes entreprises. Des gens qui font de l'économie. Mais, vous voyez, ils n'oublient pas ça. Bon. N'oublions pas que le Parlement européen a invité Conchita Wurst, l'homme devenu, la femme à barbe, etc. L'ONU aussi, etc. Et puis après, il parle de la nécessité de préparer les opinions publiques à ce que serait la transocéanie. Donc j'ai compris plus tard que c'était le fameux traité transatlantique qui fera de l'Europe, qui va faire de l'Europe un marché annexe au marché américain, avec la fin des frontières et des douanes, la fin des appellations contrôlées et un tribunal arbitral dont ils avaient parlé ce jour-là, dès 2007. Un tribunal arbitral permettant aux grandes firmes nationales de traîner les États pour demander des indemnités, c'est-à-dire un tribunal arbitral privé supérieur à toutes les puissances publiques. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Qui en parle ? C'était la section Europe du de la trilatérale. La trilatérale a été créée notamment par l'inévitable Jean Monnet, le créateur de l'Europe, hein, en 1973. Bon. On pourrait d'ailleurs parler de la manière dont en fait l'Europe s'est faite avec Jean Monnet et les démocrates chrétiens.
parce que ça c'est très intéressant, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et j'ai des confidences dont je parle même pas dans mon livre, parce que tellement c'est énorme. Et alors donc là, et après il y a le groupe Bilderberg qui est né lui plus tôt en fait en 1954, et qui est une sorte d'avant-garde où ils sont moins nombreux, mais tout aussi offensifs. Et alors il y a une chose qui m'a étonné. Un jour, j'apprends que François Fillon, Premier ministre de la France, et Alain Juppé, un an après, ont été agréés par le groupe Bilderberg. Hein. Par exemple, oui, alors... agréés, c'est-à-dire qu'on estime qu'ils sont membres. Qu'ils sont membres, donc oui. qu'ils sont politiquement corrects. Voilà. Et quand j'avais dit à Fillon, comment tu peux aller dans un truc pareil, et il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. François Fillon vous dit ça. Oui, le gentil Fillon. Donc en fait, voilà. Donc, alors en réalité, quand j'étais à Sciences Po, il y avait un prof qui s'appelait Adas Lebel, qui était très brillant, qui a inventé, je crois que c'est lui ou d'autres, enfin, à l'époque, pour la première fois j'ai entendu le mot, la classe politique. Vous n'imaginez pas pour nous, les étudiants de Sciences Po, ce que ce mot pouvait apparaître novateur. Il y avait les classes, on parlait encore de la lutte des classes. La classe, il y a une classe politique. Donc ils ont tué en disant ça. Bon. Et alors, après, j'ai découvert, en fait, au Parlement européen, beaucoup plus tard, parce que moi, j'ai jamais été dans ces trucs de conspirationnistes, etc. Et en fait, vous allez sur Internet, vous avez tout sur Bilderberg et sur la trilatérale. Donc, je dis, ils complotent pas. Ils ont le pouvoir. Voilà. Et donc, vous avez la classe politique nationale et au-dessus, la super classe invisible, à laquelle la classe politique nationale obéit. Voilà. Après, quelles sont les relations d'argent entre les uns et les autres? Étant donné les budgets de sondage qui reviennent de plus en plus chers, il doit y en avoir quelques-unes. Pour terminer sur cette anecdote du 17 mars 2007, combien de temps êtes-vous resté dans cette salle? Pas très longtemps. Pas longtemps parce que... En tout cas, suffisamment pour vous rendre compte qu'il s'agissait d'une réunion en haut lieu. Juste le temps pour ne pas vomir. Parce que, si vous voulez, là, c'est une illumination de l'astre noir, quoi. C'est-à-dire, tout à coup, on voit que ces gens se préoccupent d'eux-mêmes et décident entre eux, dans une endogamie assumée, de plier le monde entier à leur volonté de puissance. J'ai pensé à l'oubris des Grecs. Ouais. Quand j'ai donné mon manuscrit de ce livre à lire à ma femme et à certains de mes enfants, ils m'ont dit aucun intérêt. Je dis pourquoi? Mais on savait tout ça. Tu l'as écrit. Voilà, j'ai fait 20 livres chez Albin Michel. Et voilà. Mais à l'époque, ça n'intéressait personne. Mais le commun des mortels, Philippe de Villiers, vous le savez très bien, est mal informé, voire désinformé, oui. Puisqu'il est branché derrière sa radio et son poste de télévision tous les jours, donc il ne sait pas ça. Oui. Mais... À moins de lire, à moins d'aller vraiment, de chercher et de fouiller. Oui, mais il ne sait pas ça, mais en tout cas, non, mais le problème que j'ai eu, c'est que on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Et en fait, à chaque fois, y compris sur les abeilles, hein, quand j'ai parlé des abeilles, je me souviens d'un débat contre Hervé Guémard, le copain de Juppé, là. Il était d'une violence extrême. Il était mandaté par les grandes entreprises que j'attaquais. Grandes entreprises de l'agrochimie. Donc on avait un homme politique avec le petit peuple des apiculteurs, c'est-à-dire le pot de miel contre le pot de fer. Et en face, on avait l'agrochimie avec un gars du RPR, de l'UMP, là. Donc vous vous rendez compte, c'est terrible. Voilà. Et donc,
Moi, je me suis battu comme la chèvre de M. Seguin, ce qu'elle veut dire. Et la chèvre a disparu, M. Seguin aussi. Et peut-être j'étais maladroit, mais jamais timide. Et j'ai jamais manqué de courage, simplement. On ne lisait pas ce que je disais, on n'écoutait pas ce que je disais. Aujourd'hui, ce que nous attendons de vous, c'est que vous prononciez un mot tabou dans cette enceinte. Un mot tabou dans le milieu confiné où se rencontrent les banquiers et les marchés, les milieux d'affaires et les grands profiteurs de la mondialisation sauvage. C'est le mot référendum pour que les peuples puissent exprimer leurs aspirations profondes. On a besoin de racines, on a besoin de frontières, on a besoin de protection, on a besoin d'un univers juridique stable, on a besoin de ne pas perturber le droit de la filiation, on a besoin que vous protégiez nos attachements vitaux. Monsieur le Président, vous avez évoqué François Mitterrand. Nous appartenons tous les deux à la génération qui a vu avec bonheur tomber le mur de Berlin. Prenez garde, Monsieur le Président, ne marchez pas trop sous le mur de Maastricht. Il pourrait s'effondrer sur vous. Parce qu'en fait, dans le système actuel, il faut être, comme je le disais tout à l'heure, agréé. Et pour être agréé, il faut parler la même langue. Voilà. Donc, si vous dites des choses là, que je vous dis là, vous ne pouvez pas être agréé. Vous voulez dire que vous avez une portée médiatique à partir du moment où vous êtes agréé. Oui. Sinon, vous n'en avez pas. Non. Non. Vous ne faites pas partie du système et donc vous êtes à la porte. Et plus pire que ça, on vous demande... parce que le système est malin, on vous demande de porter une crécelle de lépreux. C'est-à-dire ? Quand vous rentrez, vous agitez la crécelle de lépreux, vous acceptez de dire oui, je suis vraiment un franchouillard, odieux, tourné vers les égoïsmes nationaux. Donc il faut accepter de s'excuser et surtout il faut accepter l'étiquette, quoi. Voilà. Vous parliez du combat important que vous avez mené concernant les... Mais vous savez, c'est incroyable parce que la moitié des gens qui me lisent aujourd'hui, c'est des gens qui, quand j'étais en politique, disaient il va trop loin. Quand j'ai fait les mosquées de Roissy, j'ai dit l'islamisation de la France est à nos portes, il y a des mosquées, il y en a 50 sous le tarmac, etc. Les gens disent, pas sérieux. Voilà. Mais, quand avec mes amis, on se battait sur le traité de Maastricht, je ne sais pas si vous vous souvenez du raisonnement qui était en face de nous, qu'on entendait, c'était « Monsieur de Villiers, comment vous pouvez au nom même de votre patriotisme, que naturellement je partage, je ne suis pas moins patriote que vous, me disait l'interlocuteur Jean Delors. Comment pouvez-vous, au nom de votre patriotisme, expliquer aux Français que demain la France, qui sera démultipliée par l'Europe, parce que l'Europe, ce sera une grande France, une superpuissance avec une super frontière, une super industrie, une super agriculture, comment pouvez-vous dire aux Français, on veut rester chez nous, on préfère le repli sur soi, on préfère la France d'avant. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous vous rendez compte que les Américains, en ce moment, ils tremblent à l'idée de voir cette grande France, cette France démultipliée. Et on était cloués au sol. Parce que les Français nous départageaient en disant « Mais il a raison, Delors, c'est le progrès. On va avoir une grande France. Philippe de Villiers, il veut sa petite France. Ah, et pourquoi pas sa petite Vendée aussi. » Voilà. Mais maintenant, avec le recul, les gens qui me lisent, ils me lisent, et moi je dis ceci. On est tombé dans ce piège-là, parce qu'on disait, on ne veut pas du super-État. Et les gens disaient, ah ben un super-État, c'est un État super. Sauf que c'est pas du tout ça que voulait Monnet, que voulait Delors et tous les autres. En fait, Maastricht, c'est une tentative inouïe dans l'histoire des hommes et des nations d'anéantissement du politique. C'est-à-dire qu'il voulait
faire un espace sans géographie, sans démocratie et sans gouvernement. En d'autres termes, il s'agissait bien d'anéantir les nations de l'Europe, les vieilles nations, mais il ne s'agissait surtout pas d'en faire naître une nouvelle à la place. Puisque le but qu'on ne nous disait pas, mais que nous on avait subodoré, c'était de préparer la gouvernance mondiale, c'est-à-dire de préparer un espace sans frontières pour qu'il devienne un marché planétaire de masse. C'était ça l'idée. C'était donc l'anéantissement du politique. Et quand on regarde ça maintenant, et qu'on voit cette pauvre Europe qui n'a plus aucune figure ni aucun sens, on voit bien qu'il y a l'Europe chrétienne à l'Est, l'Europe multiculturelle à l'Ouest qui renie ses racines chrétiennes, on voit bien il y a le Brexit, les Anglais qui veulent partir, l'euro qui est mort à Athènes, même si c'est comme un canard dans une basse-cour qui continue à courir mais il n'a plus de tête, et Merkel qui donne le coup de grâce à Schengen. Bon, on voit bien c'est fini, le mur de Maastricht il va tomber. Et c'est de là que vient mon optimisme. Vous savez, parce que c'est Solzhenitsyn qui m'a dit, je vais vous dire ce que c'est, l'espoir. Nous, on croyait, sous la botte soviétique, que c'était fini, qu'il n'y avait plus aucun espoir pour les Russes. Parce qu'on pensait que le soviétisme avait éradiqué notre âme, notre culture, nos valeurs. Et qu'on allait vivre dans une sorte de dissociété pavillonnaire pour l'éternité. C'était fini la Sainte Russie, c'était fini la Grande Russie. Et puis le rideau de fer est tombé. Et on s'est aperçu que les forces morales, comme disait le pape Jean-Paul II, les forces vives sont revenues et voilà qu'on commence à restaurer chez nous, disait-il, c'était les années 2000, les valeurs civiques, morales, patriotiques, spirituelles de la Russie. La Russie va renaître, la Russie est en train de renaître. Et il ajoutait, ce sera pareil pour vous. Quand le mur de Berlin, pardon, lapsus révélateur, quand le mur de Maastricht va tomber, comme le mur de Berlin est tombé, le mur du mensonge, alors la France va retrouver des contours et donc des compteurs. Le rêve va revenir. Parce qu'on aura le droit à nouveau de parler de la France. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de la France. On voit bien qu'ils veulent la tuer, la France, parce qu'ils disent c'est fini la France, il y a un espace dans le marché cosmique. Et le jour, et l'Europe elle-même est un espace dans le marché cosmique. Et Orban, il vient de s'en apercevoir. Il croyait qu'il allait entrer dans l'Europe des racines chrétiennes, l'Europe qui s'est libérée à Vienne de l'Empire ottoman, etc. Mais pas du tout. C'est l'Europe qui ferme la porte à Dieu pour l'ouvrir à Allah. Et donc, en fait, quand le mur de Maastricht va tomber, d'abord, on va pouvoir faire la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural et retrouver avec la Russie un partenaire qui sera en même temps l'interface avec la Chine. Donc, on aura une autre vision que la vision actuelle, puisqu'aujourd'hui, l'Europe, toute l'Europe écrit son avenir sur le continent américain, ce qui n'est pas raisonnable. Et surtout, on pourra refranciser la France, c'est-à-dire on pourra reparler de la France, donc de son histoire, de toute son histoire, de toutes ses grandeurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on interdit à nos enfants, à tous les enfants de France, nos larmes, nos drames, nos grandeurs, nos gloires, nos rêves, ils s'enfuient et ils vont chercher en Syrie d'autres larmes, d'autres drames, d'autres gloires et d'autres fiertés. Pourquoi, à votre avis, cette obsession des politiques français depuis 50 ans pour les États-Unis? Comment est-ce que vous l'expliquez? Meignery, par exemple, il fait partie de ceux qui ont défendu cette culture américaine en France. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça? Je pense que... Et pour le coup, le rejet aujourd'hui, clairement, de tout ce qui se passe à l'Est. La réponse, elle est dans un discours suivi d'une conversation avec Georges Pompidou, qui était un homme fin, qui a écrit une anthologie de la poésie française, et qui nous a dit au centenaire de Sciences Po, je sais très bien que vous êtes tous des lecteurs de Jean-Jacques Servan-Schreiber, le Défi américain, qui était le best-seller de l'époque, mais n'oubliez pas que les leçons de Thucydide, alors là tout le monde a ricané, un pays qui ne s'appartient plus lui-même n'existe plus.
Et il dit, je sais bien que la tentation aujourd'hui, c'est de considérer que la France a fait son temps, parce que nous avons tous, au fond de nous-mêmes, une sorte de souvenir morbide de la guerre. C'est-à-dire la France a été vaincue. La France ne s'est pas relevée, en fait. D'autres sont venus la relever. Mais la France est encore aujourd'hui, disait-il, accablée par ce terrible souvenir, un grand pays qui s'effondre et qui connaît la défaite et l'humiliation. Et là, il ajoute, les Américains nous ont tendu la main pendant la guerre, et maintenant ils nous tendent la main pour assurer notre sécurité. On ne peut pas accepter cette main-là. La France doit redevenir la France. Et je me souviens très bien, quand j'étais enfant, on allait chez les Delattre. Le maréchal était mort en 1952, et donc mon père était un grand ami du maréchal Delattre. Et donc le maréchal Delattre avait reporté sur nous et sur mon père l'affection que mon père portait au maréchal. Et il nous disait toujours que un de ses derniers mots, quand il est mort de chagrin à la suite de la mort de son fils, qui a été tué sur le rocher de Ninh Binh, donc en Indochine, il disait « Il faut que renaisse l'espérance française ». Et il dit « Elle ne peut renaître que dans la fierté ». Les gens dont vous parlez, en fait, ont considéré après la guerre que c'était trop lourd à porter le fardeau de l'indépendance. Et que, après tout, les Américains nous avaient sauvés 2 fois. Et qu'on pouvait au moins leur remettre notre sécurité. On ferait une économie. Et comme ça, en leur confiant notre sécurité, on pourrait assurer notre prospérité. Et d'ailleurs, ce qui a aidé à tout ça, c'est qu'il y avait 2 objectifs à l'époque. C'était emmailloter l'Allemagne, je cite Maurice Schumann, pas Robert, mais Maurice Schumann qui m'avait dit, il y avait 2 raisons de faire l'Europe. Emmailloter l'Allemagne, parce que cette fois-ci, il fallait faire attention quand même à la renaissance du pangermanisme, et en même temps contenir l'Union soviétique. Et comme les Américains étaient sur cette ligne, eh bien, l'atlantisme est né. Mais en fait, l'atlantisme, il est né beaucoup plus tôt. Georges Bidault, etc. Et si on remonte dans le temps, l'atlantisme, c'est la tentation bourguignonne. On n'y arrivera pas tout seul. C'est ça. Et en fait, dans l'histoire de France, il y a toujours cette tentation-là, d'aller chercher plus fort que soi pour mettre de l'ordre chez soi. Aujourd'hui, nous sommes face à 2 menaces simultanées. L'américanisation du monde, qui est en même temps la marchandisation du monde, y compris la marchandisation du vivant, c'est-à-dire le corps vénal, et l'islamisation du monde. Parce que la France va devenir une république islamique, pour 3 raisons. La première, c'est que les musulmans redécouvrent le Coran et la Sunna. Et donc, ils reviennent au texte. Dans le texte et dans l'histoire, l'État islamique est plus proche du Coran que ne le sont ce qu'on appelle les musulmans modérés. Le Coran, ça ne vous modère pas. Et dans le Coran, dans la Sunna, le monde est divisé en 2 demeures. La demeure de l'islam, le dar al-islam, et la demeure de la guerre, le dar el-harb. Celui qui m'a expliqué ça le mieux, le premier, longtemps, pendant 2h30, c'est le roi Hassan II, qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup. Et en fait, il m'a dit « Ah, je vous ai vu à la télévision,
vous avez raison sur Maastricht, nous c'est Mare Nostrum, c'est une folie de tirer l'Europe vers le nord, parce que plus vous allez la tirer vers le nord, plus elle ira vers l'ouest. Plus elle sera atlantiste. Parce que l'Europe anglo-saxonne, elle est atlantiste. C'est sa tradition. Et là, après, il m'a dit, ne croyez pas un instant que les Marocains musulmans vont devenir des musulmans français. Non. D'ailleurs, je ne le veux pas. Je suis l'émir des croyants. Non. Ils appartiennent à l'Oumma. Et il m'a expliqué l'Oumma, la supranationalité, la supernationalité, pardon. Pas la supra, la super. Il n'y a qu'une nationalité quand on est musulman, c'est l'Oumma. On appartient à la communauté des croyants. Donc comment détacher un musulman de la communauté des croyants, c'est pas facile. Bon. Après, j'ai rencontré Magdi Allan, qui était mon voisin au Parlement européen, pendant 5 ans. C'est un Égyptien qui s'est converti à la foi catholique, qui a été baptisé par le pape Benoît XVI, dans la nuit de mars 2008. Il avait 4 carabiniers derrière lui, pendant 5 ans. 4 jours et nuits. 4 carabiniers. Bon, la main à l'arme, y compris dans l'hémicycle. Et vous savez ce qui se passait? Tout le monde se détournait. Parce tout le monde avait peur, en fait, de lui. Et lui, il me disait, tu sais, Philippe, le choc des civilisations, j'y crois pas. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que vous allez vous coucher. Donc il avait une fatwa, lui, sur lui. Donc je sais ce que c'est, quelqu'un qui a une fatwa. J'ai vu, c'est mon ami, il s'appelle Cristiano en français, depuis qu'il s'est fait baptiser. Et lui, il m'a raconté ce qu'est la charia, etc. Il m'a dit, mais une mosquée, c'est pas un lieu de culte, c'est beaucoup plus que ça, voyons. Alors, ne faisons pas une assimilation avec un cathocentrisme, un égocentrisme, comme si l'islam était le parallèle de la foi catholique. C'est très différent. Et c'est pas critiquer l'islam de dire ça. Une mosquée, c'est pas une église. Voilà. Puis après, j'ai vu le célèbre Tariq Ramadan. Et lui, j'ai vu devant moi un exercice de taqiyya. La taqiyya, c'est en fait le devoir de dissimulation des musulmans quand ils sont minoritaires. Voilà. Et donc, on a eu un échange bref avant au maquillage, au démaquillage. Et je lui ai dit, la taqiyya, c'est ça. Parce qu'il disait le contraire de ce qu'il écrivait, oui. Mais il n'y a pas de problème par rapport au Coran. Si vous êtes minoritaire, voilà. Et donc, les 3 raisons pour lesquelles je pense que la France va devenir une république islamique. La première raison, c'est que c'est le projet de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est une religion pacifique après la conquête, toujours. Mais pas avant. Donc cela se fera avec, évidemment, l'appui des politiques françaises. Alors justement, la deuxième raison, c'est qu'il y a le différentiel de fécondité. Chaunu me disait, en parlant de Braudel, il dit, vous savez, Braudel et moi, on a toujours pensé qu'il n'y a qu'une seule chose dans l'histoire qui compte, c'est la ligne de flottaison démographique. Voilà. Donc là, en fait, ils utilisent l'arme démographique. Boumedienne, je ne sais plus qui l'avait dit un jour, Boumedienne peut-être. Et Annie Laurent dit très justement, l'enfantement, c'est le djihad des femmes. Et puis, troisièmement, l'esprit de démitude. C'est-à-dire qu'on a chez nous des dhimmis, quoi, déjà. Alors, il faut expliquer, les dhimmis, ce sont des demi-citoyens. C'est-à-dire des juifs, des chrétiens qui sont en terre d'islam et qui n'ont pas de droit civique. Et ils payent un tribut, ils sont humiliés et ils vivent comme ça. Voilà. Pour pouvoir vivre. Pour pouvoir vivre. Donc voilà. Et donc, en fait, quand je vois Juppé, moi, non seulement il incarne physiquement l'impôt, mais il incarne la dimitude, ce gars-là. Quand il dit, oui, c'est très bien, le foulard dans les autocars, etc. Voilà, le menu halal, tout ça. Enfin bon, un jour, il a dit, j'ai jamais lu le Coran. Alors, un homme politique français, aujourd'hui, avec 6 ou 10 millions de musulmans qui ne lisent pas le Coran, c'est un imbécile. C'est quelqu'un qui... c'est quoi? Alors, il est encore dans la laïcité de Jules Ferry. Est-ce que c'est une mascarade, selon vous, que cette histoire de réchauffement climatique? Moi, je m'intéresse plus au refroidissement des âmes qu'au réchauffement climatique. Je vois les âmes se refroidir. Je
Je suis incapable de savoir si le climat se réchauffe. J'ai tendance à penser que pour le Puy du Fou, ça serait bien. Puisqu'on ouvre l'été, et que moins il y aura de pluie, mieux ce sera. Bon, mais au-delà de la boutade, c'est une affaire de spécialistes. Ce qu'on peut dire, c'est que les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. Bon, il y a deux questions qui s'enchaînent, l'une qui précède l'autre. Est-ce que il y a, oui ou non, un réchauffement climatique? Première question. Deuxième question, j'y réponds. Deuxième question, quelle est la responsabilité de l'homme dans ce réchauffement climatique? Alors, première question, est-ce qu'il y a un réchauffement climatique? Oui, peut-être. Mais moi, j'ai été 25 ans président du Conseil général de la Vendée, je me suis intéressé à l'histoire de la Vendée. Quand je vais à Bouin, par exemple, c'est l'île de Bouin. Il y avait l'eau, il y avait la mer, au XVIe siècle. Quand je vais à Tour de Mauric, il y avait la mer. Quand je vais à Maillezais, il y avait la mer, il y avait le port de Maillezais. En d'autres termes, la mer est venue, elle est repartie. Là où la mer est venue, elle reviendra. Et donc j'imagine que, parce qu'on nous dit par exemple, oui mais la mer monte, oui ben elle est déjà montée, etc. Et par exemple, un jour quelqu'un a dit, mais le Groenland, c'était le Greenland. Donc en fait, le Greenland, la neige fond en ce moment, mais elle a déjà fondu. Donc est-ce que c'est pas un cycle qui n'appartient qu'à Dieu? Ça c'est la première question. Peut-être qu'il y a un réchauffement climatique, mais il y en a eu d'autres réchauffements climatiques et refroidissements climatiques, donc c'est pas la fin du monde. Bon. Ensuite, quel est le rôle de l'homme? C'est marrant d'ailleurs parce que la seule chose qu'on ne veut pas arrêter, c'est le trafic aérien. Parce que la classe business ne l'accepterait pas. Et donc jamais il est question de... Parce que c'est vraiment là qu'il y a le plus de pollution, c'est en l'air. Donc la couche d'ozone, là, elle en prend un plein la gueule. Là. Et donc, moi, je pense que que le rôle de l'homme intervient pour une petite part dans le réchauffement climatique hypothétique. Donc ça veut dire, c'est une double hypothèse en fait. Le réchauffement climatique est hypothétique, on n'est pas sûr à 100%, et le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique, on n'est pas sûr à 100%. En revanche, et là c'est le politique qui reprend le dessus, qui fait part de sa réflexion. Parce que moi je suis tout sauf un naïf. Et je me dis, quand on nous balance un truc comme ça, c'est qu'il y a une idée derrière la tête. Et je vais vous la dire. C'est qu'en fait, comme les grandes firmes nationales, elles veulent une gouvernance mondiale. C'est-à-dire pas de gouvernance du tout, pas de législation protectrice, rien. C'est déjà le cas d'ailleurs, enfin pratiquement. Ben, pas encore. Pas encore. Pas encore. Il y a encore des parties du monde où il y a encore des nations, des États, des frontières. Et voilà, c'est pas encore, le travail n'est pas fini. Bon. Mais pour finir le travail, il faut abattre tous les États. C'est génial le climat. C'est génial parce que là on dit, ben vous voyez le climat, il se moque des frontières, donc il faudrait une action, voilà, il faut une gouvernance mondiale. Et tout le monde tombe dans le panneau. Et il y a un petit indice qui est intéressant à observer, c'est que on pourrait dire dans les écoles en France, sauver la France, sauver nos paysages, sauver nos centres-bourgs, sauver nos petites villes, sauver notre habitat vertical de cage à lapin, qui est une tâche de plus en plus insupportable, sauver nos villes de la respiration alternée, puisqu'on ne peut plus respirer un jour sur deux. Bon, pas du tout. Sauver la planète. En d'autres termes, là où on pourrait, si on voulait vraiment faire de l'écologie intégrale, apprendre aux enfants à respecter les embryons d'abord, et ensuite les plantes. Par exemple, on pourrait dire aux enfants, tu vas planter un arbre, puis tu vas le voir grandir. Et si jamais il meurt, ben, tu sauras que c'est fragile.
Ce que j'ai fait, moi, dans mon département. Donc, sauver ton arbre. C'est-à-dire, tu sauves ton voisin, ton voisinage. Non, là, tu sauves ton lointain. Tu sauves la planète. C'est-à-dire qu'on dit aux enfants, on commence, on enseigne. Le premier enseignement pour édifier les enfants, c'est une abstraction. La planète, c'est quoi pour eux? Il n'y a rien de concret pour eux. Donc en fait, on prépare l'être hors sol. Et voilà pourquoi le réchauffement climatique est une imposture idéologique au service du mondialisme des firmes nationales qui payent toutes ces campagnes et toutes ces grandes voix qui sont évidemment stipendiées, tous ces grands pensionnaires, toutes ces autorités. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu l'autre jour une interview du présentateur de la météo de France Télévisions. Dans l'interview, il disait « Moi, je ne suis pas sûr du réchauffement climatique ». Il paraît qu'il a été viré. Oui, Philippe Verdier. Oui, donc en fait, c'est le politiquement correct. Climatiquement correct. Mais pourquoi on le vire? Il y a quelque chose d'important, de très important, que je n'ai pas pu vous dire parce que ce n'est ni le lieu, ni le moment. Nous sommes otages d'un scandale planétaire sur le réchauffement climatique. Une machine de guerre destinée à nous maintenir dans la peur. À la base, il y a les scientifiques manipulés, politisés, des conflits d'intérêts, de la corruption, des scandales sexuels, puis des politiques qui ne servent que leur image et leur soif de pouvoir. Des médias aveuglés qui s'emballent et censurent sous la pression de leurs actionnaires et de la publicité. On le vire parce qu'on est sur un sujet qui visiblement fait partie du patrimoine de croyance universelle. Apparemment, sa mise au placard aurait été demandée par le chef de l'État. C'est ce qui se dit. Oui, Donc ça rejoindrait les propos que vous venez de tenir. Voilà, mais Hollande, c'est différent. Il ne faut pas lui en vouloir. Pourquoi? Il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. C'est un énarque. À l'ENA, on fabrique des ingénieurs sociaux. Il a passé le concours, il a réussi. Il n'a jamais rien appris nulle part. C'est vraiment une plante hors sol. Et souvent, je le plains parce qu'il doit se rendre compte qu'il est dépassé. Vous le dites avec une certaine tristesse mêlée d'affection. Oui. Oui, ça doit être très dur. Et en même temps, il devrait avoir le courage de dire au pays j'y arrive pas. J'arrive pas à faire président. C'est marrant d'ailleurs, on a eu un président anormal, un président normal. Les deux, dans leur anormalité, leur normalité, ils sont, comme disait mon père qui était un militaire, ils sont Pékin de prestige. Ils n'y arrivent pas, quoi. Ils ne sont pas dans la fonction. Vous savez, Sartre disait on réussira la révolution le jour où on aura remplacé l'esprit de sérieux par l'esprit de dérision. Et il ajoutait le jour où, par exemple, le serveur ne mettra plus aucune application et aucune fierté à mettre le torchon sur son bras. Le jour où le contrôleur SNCF fera plus le petit geste du doigt. Le jour où le militaire préférera être en civil. Il ne parlait pas des curés, mais il aurait pu en parler aussi, etc. D'ailleurs, le jour où chacun est en dehors de sa fonction, vous voyez, le jour où un pape dit « moi, j'habite plus dans les appartements du pape, donc je suis curé du monde, etc. » Il n'y a plus personne qui veut être dans sa fonction. Et en fait, la fonction fait peur, parce que la fonction régalienne, le chef de la tribu, le gars qui habite à l'Élysée tout seul, il est tout seul, il n'a plus d'amis. Et pour le Sarko-Hollande, les deux ludions électroniques qui sautillent et qui pirouettent au service de leur carrière personnelle, c'est trop dur pour eux. Je les ai connus très bien tous les deux, je les connais très bien tous les deux. Ils n'ont pas le mental pour ça. Et c'est pas un service que le pays leur a rendu. Et en plus, ils veulent y revenir. Parce que pour eux, il n'y a pas d'autre vie possible, vous voyez.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous expliquez. Comme vous dites que vous parlez de Nicolas Sarkozy en 1999, et vous décrivez, enfin vous le rencontrez, vous voyez un homme abattu, Ouais. prêt à partir aux États-Unis, et vous lui dites non, reste là, tu as encore du travail à faire. Non, Est-ce enfin, que vous expliquez cette volte-face, uniquement la soif du pouvoir? et il me dit une chose bien plus forte que ça. Il me dit, toi, tu as de la chance. Il regarde vers la fenêtre, puis il s'arrête, puis il me dit, tu as de la chance que toi, tu es enraciné. Mais moi, ce pays ne me dit rien. Avec Cécilia, nous, on est heureux à Buda et à New York. Voilà. Mais, si vous voulez, moi j'ai... une chose importante que je voudrais vous dire, c'est que jadis, les hommes politiques français, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, ils avaient un métier en fait. Ils avaient un terroir, un métier, des passions, et puis ils avaient la politique. Mais s'ils arrêtaient la politique, ils avaient le métier, le terroir, la passion. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup de grands médecins, vous aviez des avocats, vous aviez etc., etc. Et puis le taureau du Vaucluse, etc., ils avaient leur... Bon, maintenant, il n'y a plus rien, c'est des hors-sol partout. Et c'est que des politiciens professionnels. Moi, j'ai commencé par faire le Puy du Fou. Dans ces ruines, il y avait une jeune fille qui rêvait de s'envoler. Donc 78, puis Chirac me prend en 86, mais j'ai fait mon œuvre là. J'ai créé Alouette, etc. J'ai créé Sciences Com, tout ça. J'étais un créateur, un entrepreneur. Et donc, pour moi, le problème, c'était pas de me dire qu'est-ce que je vais faire si je fais plus de politique, c'était l'inverse. C'était qu'est-ce que je fais de ce que j'ai créé si je fais de la politique. Est-ce que c'est bien mon devoir de laisser tomber le Puy du Fou, par exemple? Ça a été un vrai dilemme. Et j'avais qu'une idée en tête chaque matin. Vous savez ce que je me disais chaque matin en ouvrant mes volets? Pendant 30 ans que je fais de la politique. Je me disais, ce matin encore, ce jour encore, je vais boire un bol de crapaud. Et 2, demain je démissionne et je reviens au Puy du Fou. Donc ça me faisait durer comme ça une journée de plus. Vous voyez? Parce que tellement c'était un supplice. Le supplice du paria, en fait. Parce qu'en fait, j'étais comme le saumon qui remonte la Loire en hiver, les échelles. Voilà. Donc, c'est pour ça que plus personne ne veut y aller. Alors maintenant, en plus, avec les histoires de mandats, etc., ça va devenir des fonctionnaires, avec les intercommunalités, tout ça, enfin, comme dans les Landkreis allemands. Pour conclure, Philippe de Villiers, vous disiez tout à l'heure que l'islamisation de la France allait se faire, que l'islam allait venir au pouvoir. C'est très noir, ça, comme tableau que vous dressez. C'est sans doute la réalité. Comment est-ce que vous voyez les choses basculer dans le bon sens à un moment donné? Si l'islam arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il y a comme espoir derrière? Alors, d'abord, moi je ne suis pas un vendeur de poudre de perlimpinpin, hein, ou un marchand de sommeil. Je vous pose cette question parce que oui, vous attendez, dites dans votre ouvrage que vous vous adressez à la nouvelle génération. Mais je vais vous répondre, puisque c'est le filigrane de mon livre, votre question. Donc je vais vous répondre, mais auparavant, je voudrais quand même dire ceci, parce que je fais quelques conférences comme ça, il y a toujours la dame qui se lève, qui dit « Ah, c'est très pessimiste tout ça, on en a besoin d'espérance. » Oui, enfin, si on est en 1938... on m'a raconté comment c'était. Bon, là, on a besoin d'espérance, d'accord. Enfin, il y a Hitler et tout ça. Bon, là, donc là, on voit bien ce qui se passe dans le monde. Bon, donc je suis pas un marchand de sommeil. Je vais pas vendre de la somnolence en cachet. Sinon, je serais un homme politicien, qui, pour se faire réélire, est obligé de dire attendez, vous inquiétez pas, je vais vous apporter du caviar tout frais, il n'y a pas de problème, tout va bien, le monde va beaucoup mieux qu'avant, ça va s'arranger, voilà. Donc,
Alors, moi, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Je saute une génération, la mienne, et celle qui suit. J'ai observé la manif pour tous. J'ai vu des jeunes, des têtes de jeunes. Je me suis dit, ils sont pas pareils. Ils sont en train de comprendre que on peut être dans la vérité en étant minoritaire. Bientôt, ils comprendront que il faut combattre au nom de la loi naturelle et de la survie de notre pays, combattre en devenant objecteur de conscience. Et il faut se révolter. Il faut être un résistant. Et c'est là que prend place cette conversation qui m'a tant marqué avec Alexandre Solzhenitsyn. On est à Tambov, tous les deux, on marche. Tout à coup, il s'arrête et il me dit « Nous, on va se relever, mais vous allez glisser dans un gouffre profond parce que vous avez la maladie du vide. Vous allez vivre une éclipse de l'intelligence. Vous êtes au dernier stade, au stade ultime de l'épuisement spirituel. Et un jour, de la grande catacombe, sortiront des lucioles portées par des dissidents. » « Des dissidents ?» répliquai-je. « Oui, des dissidents. Je vous explique ce que c'est que les dissidents. Les dissidents, c'est comme les refusniks, sous la pèlerine, ils ont des amysdats, des analyses critiques du soviétisme. Ils vont en prison, goulag. Et à un moment donné, les prisons sont trop petites. Et ils ont sauvé l'honneur et la liberté de la Russie. Eh bien, je vous dis, aujourd'hui, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. J'ai médité cette phrase, et un jour, je me suis dit, j'écris ce livre. Parce que cette phrase, je l'ai dit à un ami, très proche. Je lui ai dit, voilà, Solzhenitsyn m'a dit, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. Il me dit, mais il faut écrire ce livre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses. Les dissidents, ils vont émerger, sortir du lot, parce qu'ils auront deux qualités originales. La première, c'est le courage, et la deuxième, c'est la lucidité. Le courage. Ils oseront franchir le périmètre sanitaire, des mots interdits, au risque de la prison. Ils iront en prison, mais les prisons sont trop petites. Parce qu'ils donneront un tel exemple d'une telle force que tout le monde voudra y aller en prison. Pour les secourir, pour les supporter, pour s'associer à leur courage. Donc, ils briseront le périmètre sanitaire, ce que ne feront pas les politiques. Ce sont les dissidents qui le feront. Et la deuxième chose, la deuxième qualité originale, c'est la lucidité. Je dis dans mon livre, voilà, j'ai vu les politiciens, les élites mondialisées abattre les murs porteurs. Il faudra donc relever les murs porteurs, c'est ce que feront les dissidents. Les murs porteurs, c'est simple, c'est le caractère sacré de la vie, c'est la filiation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage, et le rêve français comme fenêtre sur le monde. Voilà. Et donc, Lénine, que Solzhenitsyn citait souvent, nous a donné la méthode. Donnez-moi 1000 hommes, disait-il. Et donc moi, si j'ai 1000 lecteurs, parmi les 100 000 ou 200 000, qui comprennent ce livre, et qui en font un petit guide pratique, une sorte d'indicateur pour sortir vers la lumière, j'aurais accompli ma mission. C'est une sorte de livre testamentaire? On pourrait dire ça comme ça? Ou pas? Vous avez envie en tout cas de transmettre? Je déteste ce mot-là, livre testamentaire, parce que ça veut dire... Oui, non, je vais vous dire pourquoi. Je sais que vous aviez réagi, c'est le premier mot qui... Poutine, un jour je parlais avec Poutine, je parlais comme ça de testament, et il m'a dit, il ne faut jamais parler comme ça, parce que le temps ne vous appartient pas, le temps n'appartient qu'à Dieu. Et donc, voilà. Mais non, mais je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est très fort ce que vous dites. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, on a envie de s'engager. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait. Donc en fait, c'est un constat noir, hein, c'est terrible, hein, d'ailleurs. Il faut s'accrocher. Hein, oui, il faut s'accrocher. Et en l'écrivant, je me disais... Et vous savez, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, bon, il y a une convention entre moi et moi. Entre moi et ma plume. C'est quoi la convention?
j'ai promis à ma plume de la laisser courir, de ne jamais la réprimander, de ne jamais la retenir. Et on a vécu, elle et moi, en bonne intelligence. De temps en temps, la plume avait une fantaisie qui venait à l'encre comme elle viendrait à l'esprit. Et je me disais, oui, bah j'y vais. Et donc, en fait, on a fait un bon compagnonnage. Quand on écrit, pour écrire un bon livre, il faut que l'auteur et la plume marchent bien ensemble, de manière harmonieuse. Parce que quand l'auteur commence à serrer sa plume, elle le sent. Et elle se sent moins libre. Et les grands livres sont des livres de plumes libres. Alors, on sent que vous êtes très libre, en tout cas. Enfin, même sans vous connaître, ça se ressent. Je suis libre. En fait, je suis libre parce que je suis vendéen. Que dans ce pays, il y a eu un génocide. Il y a en haut lieu une volonté sournoise, celle d'effacer un horrible passé. En 1794, nous sommes en pleine Révolution française, alors que les soldats de la République, sur ordre officiel, mettent à feu et à sang la Vendée et la Loire-Atlantique. On en profite pour massacrer, parce qu'ils sont catholiques, près de 800 personnes dans le village de la Chapelle-Basse-Mer. Quand j'étais petit, on n'avait pas le droit de parler du génocide vendéen. On n'avait pas le droit d'en parler? Non, on n'avait pas le droit d'en parler. Et un jour, je suis allé voir mon père, juste après mon bac, et il m'a dit, qu'est-ce que tu feras plus tard? J'ai dit, je ferai un hymne. Il me dit, quoi, un hymne? C'est pas un métier. Je dis, si. Je veux rembourser ma dette pour une enfance heureuse et réparer l'injustice faite aux Vendéens. Parce qu'il y a 300 000 morts sans sépulture. Antigone a réclamé le droit d'enterrer son frère, Créon le lui a interdit. Le Créon, Robespierre, a laissé des corps pourrir, mangés par les corbeaux, ici. Là. Et donc j'ai voulu leur donner une sépulture officielle. Ça a été la sine du Puy du Fou. Donc ça a commencé ma vie par un acte de liberté. Et d'hommage en même temps. Puisqu'on est chacun doit ajouter l'anneau de sa mémoire. Donc moi, mon petit anneau, c'était l'hommage à un peuple sacrifié qui a sauvé la liberté de conscience, de pensée, et qui est un des points précieux sur la carte métaphysique de la planète. Et alors, chose extraordinaire, ma plus belle récompense, c'est quand j'ai écrit à Solzhenitsyn, en disant, voilà, c'est le 200e anniversaire de la Vendée, et il y a une chance sur 1000 que vous acceptiez de venir, puisque vous êtes aux États-Unis, que vous allez rentrer en Russie, vous n'avez aucune raison de vous arrêter au Luc-sur-Boulogne et au Puy du Fou. Et il m'a dit, j'ai toutes les raisons, puisque je connais cette histoire par cœur. Et il est venu le 25 septembre 1993, je raconte cet épisode. Il est venu chez moi, on est devenus des amis, et donc ça a été la plus belle récompense. Et en fait, je dis ça pour les jeunes qui regardent cet entretien, et il faut tout tenter pour tout avoir. Si on ne tente rien, on n'a rien. Et donc en fait, désespérer de la France, c'est ignorer la sémantique que la Providence a déposée en chacun d'entre nous, puisque elle a inventé 2 mots pour que les hommes opèrent leur rapprochement. Souffrance, France. Dans le mot souffrance, il y a encore le mot France. Voilà. C'est pour ça que j'ai terminé mon livre par l'adjuration Jefta Dei per Francos. Dieu opère par les Francs. Alors moi, je suis pas un méditatif, je suis pas un mystique, mais c'est instinctif. Simplement, il faut faire une partie du travail, quoi. Et alors, après avoir écrit Charette, le rebelle, Saint-Louis, le roi fondateur, la tempérance, l'endurance, le sacrifice, la politique sacrificielle,
Jeanne d'Arc, qui est le lien allégorique entre l'intervention sur Terre et l'intervention dans le ciel. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, on passe à aujourd'hui. Parce que j'ai écrit cette triade-là, et maintenant, il faut parler d'aujourd'hui. Voilà, et je suis content d'avoir parlé avec vous parce que c'est un des rares moments où je peux parler de mon livre et pas simplement en 5 minutes raconter des anecdotes, quoi. Voilà. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, j'espère qu'il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis sur les hommes politiques. J'ai plutôt de la compassion pour eux. D'abord parce que la plupart d'entre eux sont analphabètes. Analphabètes de la France, même s'ils sont très instruits. Et ensuite parce que c'est le système qui leur a mis une pierre à la place du cœur. Mais ils ont accepté aussi de se compromettre. Et voilà. Vous êtes d'accord? Mais en même temps, y a dans le pire d'entre eux, il y a une pépite du bien commun. Vous voyez? Et pour avoir dans ma vie, y compris ici au Puy du Fou, appris à conduire une communauté humaine, vous pouvez avec des vices faire de grandes vertus, avec des vices privés faire des grandes vertus publiques. C'est ça la grandeur du politique, c'est la transmutation alchimique, le roi Midas. Et avec de grands égoïsmes, vous faites de très grandes générosités. Et il y a une grande différence entre les charités individuelles et les charités politiques. Et donc, c'est ça que j'ai appris. Et mon livre est un acte de charité. Je n'avais pas envie d'écrire ce livre. Et en plus de faire le mariole dans les médias, tout ça. Voilà. Vous l'avez d'ailleurs senti, puisque mon premier mouvement est le refus d'obstacle. Bon, merci beaucoup. Vous savez, une chose toute bête, là, je vous raconte. À chaque fois que... Donc je retrouve ça, parce que je l'ai fait. Vous arrivez dans une télévision, pas. La première chose, on vous met dans une cabine, et puis on vous grime. Oui. Mais vous vous rendez compte? Donc en fait, vous êtes un acteur. On vous fait les yeux, tout. Alors on dit c'est pour que ça brille pas la caméra. Mais alors bon, vous faites ça une fois pour Mardi Gras, ça va. Mais quand vous devenez comme Juppé, par exemple, ça fait 55 ans qu'il fait ça. 55 ans à se faire grimer tous les matins. Au saut du lit. Parce que comme il enchaîne des télévisions tous les jours, il se grime directement chez lui. Il a une grimeuse. Ils ont tous une grimeuse. Chez eux? Bien sûr. Moi, j'ai fait 2 campagnes présidentielles, je sais ce que c'est. Mais à un moment donné, ça vous porte... il y a un pet au casque, obligatoirement. Parce que cette starisation fait de vous une espèce de demi-solde des pitres de comédie. Alors, vous maquillez, vous démaquillez, passez une grande partie de votre journée à ça, etc. Vous essayez des crèmes, tout ça. Des trucs de dingue. Les personnages n'ont rien dit là-dessus. Mais pire que ça, c'est un rite initiatique. Parce que quand vous arrivez dans la cabine, vous vous faites grimer, et là, vous avez l'impression... alors, on vous efface les rides, tout ça. Ça vous agace, j'imagine, forcément, mais en même temps, enfin... Vous... Non, mais je raconte ça, c'est complètement anecdotique. Oui, complètement. Mais rien n'est anecdotique. Ça vous change un homme ou une femme, et ça vous fait basculer dans une autre catégorie, qui est la catégorie acteur. Dans un monde artificiel. Dans un monde du jeu. Vous jouez votre rôle.
Vous êtes sur un plateau, vous jouez votre rôle. Et si vous voulez, aujourd'hui c'est simple. Les latins, les anciens disaient, ça tourne encore là? Oui. Bon, c'est important, c'est le plus important ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, le pouvoir, les hommes politiques mentent. Aujourd'hui, les hommes politiques mentent parce qu'ils disent, demain, on va faire ceci, on va faire cela. Pourquoi c'est un mensonge? Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, c'est pas la peine de dire qu'on l'a encore. Il faut expliquer, voilà, on n'a plus le pouvoir, pour telle et telle raison, on a choisi de ne plus avoir le pouvoir. Le pouvoir, il est à Washington, il est à Francfort, il est à Bruxelles. Voilà, on va vous expliquer pourquoi, mais on ne va pas vous expliquer en même temps qu'on va pouvoir faire quelque chose pour vous. Bon. Le pouvoir est décomposé. Le pouvoir est décomposé parce que, selon les anciens, il se composait de deux éléments. C'était un composé, le pouvoir. Potestas, auctoritas. Le pouvoir, la potestas, c'est le pouvoir de gouverner, de légiférer, de diriger, de commander, de punir. Et l'auctoritas, c'est l'aura, c'est l'image, c'est le symbole, la symbolique. En écrivant mon livre sur Saint-Louis, je me suis aperçu qu'en réalité, il disait toujours à ses proches, Joinville rapporte ça, moins je gouverne, moins j'ai besoin de gouverner, mieux je préserve mon auctoritas. Et lui, il gouvernait par l'auctoritas. Et Solzhenitsyn reprend ça dans son discours de Harvard. Quand vous faites des lois, c'est qu'il n'y a plus de mœurs. Et donc, en fait, un roi, un chef qui a de l'auctoritas, il n'a pas besoin de potestas. La loi est toujours une faiblesse. Tout simplement parce qu'il y a une loi naturelle qui précède la loi positive. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais aujourd'hui, au fond, où est la potestas, où est l'auctoritas? Ben, la potestas, elle est à Bruxelles, elle est partie à Bruxelles, et l'auctoritas, elle est chez Ruquier. Voilà. Les Français qui vont vous entendre, Philippe de Villiers, vont vous dire le pouvoir n'est plus en France, il n'appartient plus aux politiques, un scrutin ne sert plus à rien. Mais c'est QFD, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas envie de revenir. J'ai pas envie de revenir, et de toute façon c'est inutile, puisqu'on n'est pas dans on n'est plus dans une démocratie électorale, on est dans une oligarchie. Et les oligarques sont ailleurs. Donc il ne sert à rien aux Français d'aller se présenter devant les urnes aujourd'hui. Mais ils peuvent toujours y aller s'ils ont une préférence pour l'urne par rapport à la canne à pêche. Mais de toute façon, si on ne rapatrie pas les pouvoirs, ça ne sert à rien. Donc ce que je leur conseillerais volontiers, c'est de faire un vote pour purger les tuyaux. Expliquez-vous. De la révolte du Bounty. Quand les capitaines ne sont pas à la hauteur, on les passe par-dessus bord. Purger les tuyaux du système, purger. Voilà. C'est-à-dire... En dehors des élections, il n'y a pas de... Alors, purger, non, mais vous avez raison de me demander une explication. Purger les tuyaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus faire confiance à des gens qui, d'élection en élection, transfèrent un peu plus de pouvoir de la France ailleurs. Et faire le grand remplacement des politiques. Essayer autre chose. Vous voyez, les gens ont rigolé quand il y a un jeune journaliste talentueux qui s'appelle Geoffroy Lejeune, qui a écrit un livre vraiment talentueux et drôle sur Zemmour, en disant Zemmour président. Bon, moi je connais bien Éric Zemmour. Zemmour, il est talentueux, il est courageux, c'est un amoureux de la France et il est blessé en lui-même de voir cette France blessée. Et pourquoi il ferait moins bien que Hollande? Voilà. En d'autres termes, je ne sais pas d'où va venir la solution. Je ne sais pas ce que va
donnait tout ce magma aujourd'hui, ça craque de partout. La parole est plus libre qu'avant parce qu'ils peuvent plus. C'est un torrent. Vous voyez. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils me laissent parler parce qu'on n'en peut plus. On ne sait plus comment garrotter l'hémorragie. Vous voyez, il y a des voies d'eau partout. Il y a des trous dans la coque partout. Voilà. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je pense, c'est que la classe politique va connaître le chaos. Voilà. Je m'arrêterai là.